beaucoup. J'ai envie d'ajouter que nous sommes une école associative d'intérêt général, à but non lucratif. C'est très important puisqu'on parle très souvent des écoles privées. Nous en sommes une, mais nous sommes une associative d'intérêt général. Je pense qu'il est important de faire la différence. Et donc nous sommes habilités CTI, intérêt général et membres du réseau Grandes Écoles depuis plus d'une soixantaine d'années maintenant. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plus un angle de vue de pratiquants, d'utilisateurs du numérique et de l'IA, sur la base duquel on pourrait échanger, bien sûr. Je ne vous raconterai pas en détail ce que c'est l'IA en tant que telle, puisque ce n'est pas nécessairement l'objectif de la journée, c'est plutôt de voir à quoi elle a servi, elle sert et elle peut servir à l'avenir, avec quelques focus sur des précautions à prendre, notamment, puisque c'est un outil on va le voir ensemble, qui est à la fois performant et puissant. Et comme tout outil performant et puissant, c'est un outil qui, quand il est mal utilisé, peut faire des dégâts. Voilà. Donc moi, je suis directeur général d'ESCOM et de formation, je suis automaticien et traiteur de signal. J'ai pratiqué de la chimie au cours de ma carrière professionnelle, mais je ne suis pas chimiste d'origine, si j'ose dire. Alors, dans les grandes lignes, je veux dire, le numérique a accompagné l'ingénierie en général et la chimie en particulier depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et heureusement, puisqu'il a permis de modéliser, de prévoir et de contrôler les processus de plus en plus complexes. Or, les processus chimiques ont ces sites particuliers qui sont en général non linéaires. Donc, ils sont encore plus difficiles à piloter que des processus linéaires. Ils sont non linéaires, ils sont souvent non réversibles. Donc le numérique, heureusement, est là depuis un certain nombre d'années et est venu depuis, on va dire, 2-3 ans, et c'est en train de s'accélérer. La dite intelligence artificielle en appoint, mais aussi en facteur de risque, qui nous permettent de comprendre, de mieux piloter et d'avoir plus de sécurité et de performance au niveau de nos industries. Alors, j'ai envie de commencer par quelques notions. Donc, mon propos va être essentiellement illustré. Là, vous voyez un slide qui est essentiellement textuel. Donc, le numérique, ce sont des outils, des simulateurs, des prédicteurs qui font partie du métier de l'ingénieur depuis un certain temps déjà. Ils permettent de calculer, de prédire et de contrôler. Mais alors, évidemment, ce sont des outils qui présentent des risques qui ne sont pas toujours appréhendés par les futurs ingénieurs, notamment de la génération Z. Alors l'IA générative, notamment via ChatGPT, a entamé son essor exponentiel depuis un certain nombre de 2-3 ans déjà. C'est un outil très performant, mais encore une fois, qui peut, mal utilisé, générer des risques et des désastres. Et donc, voilà, je vous propose qu'on échange un petit peu ensemble là-dessus. Alors, étant quand même un vieux briscard de l'automatique, j'avais envie de partager avec vous quelques évolutions dans le numérique et l'arrivée de l'IA au niveau des systèmes de commandes divers et variés. Alors, moi, le domaine qui me fascine, c'est celui de gauche, c'est l'aéronautique et le spatial. Donc, vous voyez qu'il y a une photo du laboratoire Skylab de 1973 où les calculs se faisaient encore à l'aide de quelque chose qui s'appelait la règle à calcul. Ensuite, les moins jeunes d'entre nous se souviennent peut-être de l'arrivée de Texas Instruments. Donc c'était déjà une révolution puisqu'on a oublié la règle de calcul, on a commencé à calculer grâce à des calculettes qui étaient interdites pendant les examens. Et puis aujourd'hui, nous avons des vaisseaux spatiaux ou des avions qui sont entièrement numérisés et où l'intelligence artificielle, petit à petit, arrive aussi et qui donc aide au pilotage. Alors, grâce à la numérisation, il faut quand même savoir, par exemple, qu'on peut atterrir la nuit et ou par brouillard, puisque l'avion est piloté par du numérique pur et le pilote n'a pas besoin de voir où est la piste et comment atterrir. Donc, c'est quand même une avancée considérable. Bon, et puis, les moins jeunes d'entre nous se souviennent de Terminator 1. Il y a une scène en particulier qui m'avait marqué et qui a pris toute son actualité aujourd'hui, puisque c'est devenu une réalité. C'est quand il appelle, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, il appelle au téléphone la mère de Sarah Connor pour avoir l'adresse. Et il l'appelle avec la voix de Sarah Connor.
Et aujourd'hui, on en est là, hein, c'est-à-dire vous pouvez simuler un appel téléphonique avec la voix de quelqu'un de votre famille, à condition que vous ayez un échantillon, et l'IA générative peut vous générer tout un texte avec cette voix-là, à s'y tromper. Hein. Donc vous voyez, c'était il y a 40 ans, et aujourd'hui on en est là. Hein. Une autre rupture que j'ai envie de partager avec vous, c'est quand l'ordinateur a battu Kasparov aux échecs. Donc c'était 10 ans après Terminator, hein, donc Deep Blue a d'abord perdu, ensuite gagné. Donc on s'est dit, tiens, un truc quand même qui se passe, puisque l'intelligence, dite intelligence numérique, est en train d'être supérieure à l'intelligence humaine. Et puis au niveau de la défense, ce qui existe déjà, ce sont des armes autonomes. On n'en parle pas trop beaucoup, mais notamment entre les deux Corées, vous savez qu'il y a une ligne de démarcation qui est extrêmement chaude, sensible. Il y a déjà des robots qui surveillent la frontière et qui tirent si jamais il y a un risque. Donc vous avez des armes autonomes existent aujourd'hui déjà. Hein. Alors dans les anecdotiques du passage de l'analogique au numérique, dans un domaine un petit peu plus pacifique et que tout le monde connaît, c'est de la musique, hein, support vinyle qui était en vigueur jusqu'aux années 70-80 encore, et puis qui ont été remplacés petit à petit par les supports numériques. Donc le premier, c'était le CD. Bon, aujourd'hui, c'est devenu obsolète, mais enfin, c'était une rupture quand même, hein, puisqu'on est passé d'un disque vinyle où il y avait toujours du bruit, puis il se dégradait avec le temps, à un support numérique que vous pouviez à la limite rayer, et la qualité de la musique ne variait pas. Pourquoi ? Parce que le numérique permettait de reconstituer le son original en enlevant le bruit et les perturbations. Alors la petite légende veut que quand Sony et Philips essayaient de se mettre d'accord sur le standard du premier CD, c'est-à-dire sa taille, parce que ça limite, je pense que personne ne s'est posé la question pourquoi le CD était comme ça et pas plus grand ou le plus petit. Alors, la légende dit que le président de Sony s'est tourné vers son épouse et il lui a demandé « À toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Et elle lui a dit « Écoute, débrouillez-vous pour que sur un CD tienne la totalité du concert de la 9e symphonie Beethoven du festival de Bayreuth de 1951. » C'est pour ça que le premier CD avait l'équivalent de 74 minutes. En 74, on peut se dire pourquoi 74 ? C'est apparemment, enfin, selon la légende, elle est vraie, elle est fausse, je ne sais pas, mais elle est très belle, je pense. C'était pour que toute la symphonie, la 9e, exécutée en 1951 sous la direction de Herbert von Karajan, tienne sur ce CD. Et c'est comme ça, paraît-il, qu'a été déterminé le standard. Donc vous voyez, de temps en temps, l'artistique et le culturel, heureusement, influent la définition de normes numériques. Alors, en ce qui concerne l'arrivée du numérique et de plus en plus de l'intelligence artificielle, donc moi j'ai envie d'illustrer cela par l'ingénierie médicale. Donc à gauche, vous avez l'évolution de l'imagerie médicale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'analyse des images médicales s'est fait de plus en plus avec l'appui de l'intelligence artificielle. Ce qui facilite beaucoup le travail des radiologues qui doivent analyser des dizaines, des centaines d'images et de préférence en référence avec des diagnostics qui ont déjà été analysés quelque part. Donc ça, c'est une arrivée qui est assez fulgurante. Et vous vous souvenez peut-être de l'astrophysicien Stephen Hawking, qui était atteint d'une maladie dégénérative qui progressait sans arrêt, qui l'handicapait de plus en plus. Et ce qui était quelque part formidable, si j'ose dire, c'est qu'en fait, le numérique accompagnait dans son développement cette maladie-là. Les outils qui étaient à sa disposition pour qu'il soit autonome étaient de plus en plus performants. Et à la fin, il ne pouvait plus que bouger ses yeux. Et en fait, c'est avec son œil qu'il pilotait la totalité du système qui l'entourait. Le générateur de parole, le mouvement de son fauteuil roulant, etc. Donc vous voyez, c'est une petite caméra infrarouge qu'il avait sur la joue. Et puis, donc, évidemment, aujourd'hui, vous le savez peut-être déjà, les opérations se font à distance et elles se font en accompagnement, notamment de l'intelligence artificielle générative, avec des outils qui ont une précision et une répétabilité au micron près. Alors, quelques mots sur l'IA en tant que telle. Alors, je voudrais corriger d'abord un petit malentendu entre notamment anglais et français. Vous savez que, bon, malheureusement ou heureusement, c'est aux États-Unis qu'ils sont plus en avance que nous dans ce domaine-là. Et donc, c'est dans le monde anglo-saxon qu'a été inventée la notion de Artificial Intelligence. Et ça a été mal traduit
C'est un faux ami, l'intelligence en anglais. Parce que l'intelligence, celles et ceux qui sont des aficionados de James Bond savent que c'est Intelligence Service, c'est le service de renseignement et d'information. Donc en fait, ce n'est pas de l'intelligence dont il s'agit, mais plutôt de l'accès artificiel à des grands volumes, grands domaines d'information. Donc à partir du moment où on a corrigé l'angle de vue par rapport à cette notion-là, on arrive à expliquer 2-3 trucs. Donc encore une fois, il ne s'agit pas vraiment de l'intelligence artificielle. On est allé trop loin et pas très bien d'ailleurs dans la traduction du terme anglais. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, et j'en étais puisque ça faisait partie de mon travail de thèse, il y avait 2 branches du développement de l'intelligence. Il y avait l'intelligence artificielle symbolique et les réseaux de neurones. Alors le symbolique, c'était des systèmes à base de connaissances où on écrivait les règles que le système devait respecter. Donc on avait une expérience humaine, on la décrivait sous forme de règles. Par exemple, s'il fait beau et il y a du vent, etc., il n'y aura pas de nuages. Et on écrivait ça, et en fait, on savait ce qu'il y avait dans le système à base de connaissances. Ce qui se passe avec l'intelligence dite artificielle basée sur le réseau de neurones, c'est qu'on paramètre un modèle, mais on ne sait pas trop pourquoi il raisonne comme ça. En fait, l'idée, c'est de lui dire, ben voilà, avec l'entrée soleil, machin, conclus-moi que le ciel sera bleu. Comment il le fait à l'intérieur, on le sait grosso modo parce que c'est des fonctions mathématiques, mais il n'y a pas d'implicite dedans. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le système, du coup, est beaucoup plus résilient et puis s'adapter à d'autres configurations qu'on n'a pas prévues. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'arrive pas à expliquer ce qu'il fait au niveau de réseau neurones. Donc voilà, les systèmes symboliques sont dits explicables, mais ils sont plus limités, c'est ceux sur lesquels j'ai travaillé moi. Et les réseaux de neurones sont plus performants, mais beaucoup moins expliqués. C'est des boîtes noires, en fait. Donc vous voyez au niveau historique, voilà comment ça a évolué. Les 2 types d'approches au niveau du système de base des connaissances étaient complémentaires. Et finalement, c'est l'IA générative basée sur le réseau de neurones qui a gagné, c'est à l'extrême droite. Moi, j'ai encore travaillé sur des systèmes experts, qu'on appelait plutôt à base des connaissances dans les années 90. Alors pour l'instant, on n'en est pas là, puisque on va plus vite avec l'IA générative basée sur le réseau de neurones. Et donc vous voyez que dans les grandes étapes de l'historique, moi j'ai travaillé sur des systèmes experts, enfin on les appelait encore une fois plutôt systèmes à base de connaissances, ce qui était très utile, mais sur des cas restreints, puisqu'il fallait savoir la connaissance qu'on mettait dedans. L'expérience, l'expertise, il fallait l'avoir au préalable. Alors qu'aujourd'hui, le système ChatGPT apprennent à leur façon, sur des cas qu'on leur soumet, et parfois ils apprennent n'importe quoi. Et surtout, ils rendent n'importe quoi. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, donc la grande rupture, c'est à partir de 2020, le ChatGPT qui est devenu pratiquement libre d'utilisation. Donc je pense que... Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne l'ont pas utilisé ? Tout le monde a déjà bricolé avec ChatGPT. Voilà, bon, ok. Alors, juste un petit focus sur ce qu'est le réseau de neurones, en fait. Donc, je vous ai dit, le système à base de connaissances explicites, on écrivait les règles. On savait ce qu'on mettait dedans. Parce qu'il fallait d'abord les écrire sur papier. Là, au niveau des réseaux neuronaux, le système converge, c'est-à-dire ajuste ses coefficients, là, les coefficients W qui sont là. Donc ce sont des milliards de coefficients, donc il a une très grande flexibilité. Et en fait, pour une configuration donnée, il vous donne une réponse donnée. Donc avant, on lui apprend. On lui dit, bon là, s'il y a le feu rouge et la voiture arrive à une telle vitesse, tu ralentis, après tu tournes à gauche. Donc lui, il répète cette configuration-là, et il est capable de l'extrapoler, mais il n'est pas capable de l'expliquer. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la boîte noire. Enfin, elle n'est pas si noire que ça, mais c'est juste que c'est basé sur des fonctions qu'on ajuste. Alors, là, c'est un exemple d'un neurone, il y en a des milliards, et puis ça croît de façon exponentielle. Peut-être quelques chiffres sur où on en est au niveau mondial et français. Donc sachez-le que surtout si vous êtes responsable d'équipe ou patron d'entreprise, très probablement jusqu'à 70% de vos employés utilisent déjà l'IA générative sans vous en parler. D'accord ? Donc attention, parce que ça veut dire que si vous ne maîtrisez pas le sujet, il risque de vous rendre des rapports super sympas, mais qui risquent d'être faux. Et surtout, il faut être prudent par rapport à ce qu'ils envoient, ce qu'ils soumettent
dans l'IA générative, puisqu'il n'y a aucune protection de la propriété intellectuelle sur ChatGPT. Hein. Donc il faut surtout veiller à ce qu'ils ne soumettent pas à l'IA générative des documents confidentiels pour que l'autre leur commente ou fournisse une analyse dessus. Ça, c'est très important. C'est vraiment c'est pas une boîte noire, au contraire, c'est quelque chose à quoi tout le monde peut avoir accès. Vous n'avez aucune maîtrise une fois vous avez introduit là-dedans des informations sur votre société, vous n'avez aucune maîtrise d'où ça va aller. Il y a, ce que j'avais envie de souligner aussi, c'est une sorte de rupture générationnelle, c'est-à-dire que nos jeunes utilisent, notamment ceux à qui j'enseigne, utilisent l'IA générative massivement, et alors que nous, on s'y met petit à petit. Alors, il faut le prendre en compte, je ne juge pas, je constate. Hein. Les usages les plus fréquents, c'est augmenter les connaissances, c'est-à-dire on demande à ChatGPT d'expliquer des choses, plutôt qu'au prof. Alors attention, il peut y avoir des effets de bord. On cherche des informations, on cherche des solutions, et plus que la moitié de la population française aujourd'hui estime que les enseignants doivent s'en saisir pour enseigner les avantages et les inconvénients. Alors j'ai envie d'ajouter que vous avez vu que nous sommes certifiés par la commission d'éthique d'ingénieurs, nous à l'ESCOM, et puis d'autres écoles que vous verrez ici. En fait, la commission d'éthique d'ingénieurs, c'est un petit peu le gardien des qualités des diplômes que nous délivrons, diplômes d'ingénieurs. Et cette commission-là, elle émet des recommandations une fois par an. Il y a un séminaire, c'était en janvier de cette année à Lyon, et ils ont déjà affiché en recommandation que nous, les écoles d'ingénieurs qui sommes habilités à délivrer des diplômes, nous sommes supposés enseigner à nos jeunes l'utilisation et les risques et les précautions à prendre dans l'utilisation de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle générative. Bon, inutile de vous dire que de notre côté, ça implique aussi une révolution, puisque c'est plus la peine de donner des devoirs maison à faire. Hein. Surtout des comptes rendus à rédiger. Alors là, vous avez 70% de chances de corriger un truc de ChatGPT. Hein. C'est comme ça. Donc ça veut dire que nous aussi, il faudra qu'on change la façon dont on évalue les connaissances du jeune qu'on a face des jeunes qu'on a face à nous. Hein. C'est une rupture assez conséquente. Bon, dans les grandes lignes, il faut savoir que on parle beaucoup de ChatGPT, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est pas le seul au marché. Vous voyez, là, je vous ai présenté un petit bouquet de ce qui... Et puis ça évolue constamment. Donc, vous voyez, ChatGPT, c'est à peu près 20%, mais vous avez Jasper, UChat. Vous en connaissez, je pense. Non, vous avez entendu parler de ces mots-clés-là? À part ChatGPT, oui. D'autres outils. Ah oui, et puis donc ça se chiffre en milliards de dollars et c'est exponentiel. Hein. Vous voyez que d'une année sur l'autre, la taille du marché a été multipliée par 2. Donc là, si vous voulez, c'est un phénomène qu'il faut approcher en échelle logarithmique. Tout le monde se souvient ce qu'est l'échelle logarithmique. Ce n'est pas linéaire, hein, ce n'est pas plus 1, plus 1, plus 1, c'est fois 2, fois 10 à chaque fois. Donc en ordonnée, vous avez l'échelle logarithmique. Vous voyez, ça va de 0,1, 0,1, etc. En milliards de paramètres. C'est l'augmentation du modèle langage sur lequel est basée l'intelligence artificielle générative. Alors, le risque qui avait déjà été soulevé, il me semble, même par M. Musk, à un moment donné, c'est qu'on arrive à saturation et qu'on n'ait plus assez de données pour alimenter la bête. Et le risque, c'est qu'il se les invente lui-même. Alors moi, j'appelle ça le risque de consanguinité, puisqu'en fait, il risque d'inventer des conneries et ensuite se baser sur ces trucs-là pour nous fournir des réponses. Donc en fait, il faut être conscient que c'est une énorme masse de données qui en avale en permanence, mais quand elle n'en a pas, elle est capable de générer des trucs qui n'existent pas. Bon, de la fiction. Alors... Si on s'approche un petit peu de chimie, hein, c'est quand même le mot-clé de notre salon aujourd'hui, de notre village. Je ne sais pas si vous avez prêté l'attention au prix Nobel de la chimie d'octobre 2024. Il a été attribué à 3 chercheurs qui ont travaillé donc sur des protéines. Et ils ont travaillé sur ces protéines-là en utilisant l'IA générative. Le plus jeune avait 39 ans. Nobilisable. Alors que la moyenne d'âge jusqu'à présent, c'est 70.
Donc le mec de 39 ans, il a créé sa boîte il y a 3 ans. Il a fait tourner sa boîte à fond. Il a eu des résultats dignes d'un prix Nobel. Voilà, si vous voulez, la rupture, l'accélération des choses à laquelle nous assistons. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, là c'est l'aspect positif de l'IA générative. On peut aller beaucoup plus vite dans la recherche et dans la façon de trouver des résultats, notamment en chimie. Parce que, et voilà, la ChatGPT ou autre intelligence artificielle générative a été alimentée par tous les cas de figure des expériences mondiaux. Et donc, c'est quelque chose qui est très rapidement capable de vous dire ah ben, il faut aller plutôt chercher dans cette direction-là, parce que là, il y a des mecs déjà qui ont cherché et ça n'a pas marché. Et ça fait gagner un temps fou. Donc, ils ont développé une méthode pour créer une protéine artificielle et grâce à l'intelligence artificielle générative. Donc, vous voyez, les résultats sont déjà là sur la base de cet outil. La preuve en est prix Nobel de la chimie d'octobre dernier. Alors, nous, en Europe, malheureusement, on est en retard sur l'IA générative, mais on est en avance sur la réglementation. Alors, ça fait... J'ai envie de dire, les US ont la Tesla et nous, on innove les codes de la route, quoi. Enfin, c'est par analogie. Mais bon, il faut savoir quand même que l'utilisation de l'IA générative est cadrée et que elle est cadrée en fonction du risque, par rapport notamment de la non-transparence, de la non-traçabilité, etc. Donc en fait, on essaye, dans la mesure du possible, de protéger la société, de protéger les citoyens contre, alors les choses vous voyez les aspects qui sont mentionnés sur fond jaune, la manipulation cognitivo-comportementale, et notamment des groupes vulnérables, parce que ça peut être redoutable. Le score social, vous savez qu'en Chine continentale, populaire, ils utilisent déjà la notion du score social. Si vous traversez au feu rouge, clac, il y a une caméra, tac, ça va sur votre truc, vous avez moins de tant de points au niveau score social. C'est comme les points permis, sauf que ce sont vos points à vous, madame ou monsieur Dupont. La catégorisation et une identification biométrique des personnes. Et enfin, l'identification biométrique en temps réel et à distance. Par exemple, la reconnaissance faciale. Donc ça, c'est les points sensibles sur lesquels on essaye de légiférer et de cadrer pour protéger notre liberté et notre espace privé, j'ai envie de dire. Alors, dans les points de vigilance, les fragilités, les risques que j'ai résumés, j'ai essayé d'illustrer ici. Donc, le premier qui a été soulevé d'ailleurs quand j'ai imposé un petit peu la formation à l'IA générative à mes enseignants-chercheurs en leur disant « Attendez, parce que dans un an, il faudra qu'on soit à l'aise avec nos étudiants. » Il y a une personne qui m'a dit « Non mais attendez, si ça devient une béquille intellectuelle, c'est-à-dire qu'en fait, on ne réfléchit plus, quoi. On a un truc, on demande, hop, la solution est là. » Et c'est une question très pertinente. Est-ce que, il faut éviter ce risque-là. 2, imaginons qu'un jour, ça ne marche plus. Ça peut planter, c'est des machines quand même, il y a des réseaux, etc. Donc bon, ça ne marche plus, on fait quoi? D'accord? Comment on fait tourner la centrale nucléaire? Parce que, voilà, c'est un danger, c'est un risque. La vie privée et la liberté, donc on en a parlé tout à l'heure, donc le crédit social, notamment, qui est déjà utilisé en Chine. La disparition de l'argent liquide, ça ne vous inquiète pas, ça? Par exemple, en Chine, vous avez quasiment plus de moyens de payer, y compris les mendiants dans la rue, vous les payez avec une application. C'est-à-dire quelqu'un, quelque part, sait exactement où et quand vous avez acheté quoi. Non? Ça vous dit rien? Enfin, moi, je préfère de temps en temps payer en liquide. Je n'ai pas envie qu'on sache que je suis allé là déjeuner avec une telle personne. Ça fait partie de ma vie privée. Or, aujourd'hui, avec le paiement numérique, donc il y a les cartes bleues, mais il y a aussi les applications, tac, hop, sauf que ça, après, quelqu'un peut le savoir. La fiabilité de l'ensemble, alors vous avez entendu parler, je pense, des encres traînantes, notamment apparemment par les Russes et les Chinois. Vous avez entendu parler de ça? Donc ils laissent traîner les encres sur le fond de la mer. Or, sur le fond de la mer, vous avez les fibres optiques qui sont posées telles quelles. Donc on peut les arracher. Et donc tous les réseaux peut être handicapés par ça. Il suffit de laisser traîner des encres au fond de la mer. Alors après, pour remettre le cap, ça met du temps. Les tempêtes solaires, on n'en pense pas trop, mais ça aussi, ça peut fragiliser le système, notamment côté satellite. Il y a des astronomes parmi vous?
Ils savent que le cycle solaire, c'est 11 ans, hein, et puis donc, de temps en temps, tous les 11 ans, vous avez des tempêtes, des protubérances assez géantes, et le vent solaire s'intensifie, et il arrive, donc, la distance Terre-Soleil, à peu près, c'est 11 minutes, et 11 minutes après, ça arrive autour de la Terre. Là, nous sommes protégés grâce au champ magnétique terrestre, mais les satellites en haut, non. Donc, ça peut dégommer des satellites et cramer les circuits électroniques dans les satellites qui nous fournissent notamment le réseau, hein, comme ceux qu'a lancé M. Musk. L'énergie et l'environnement, alors là, ça devient délirant, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est encore et toujours basé sur des systèmes à base de microélectronique et pas photonique ou optique. Et donc, ça, 90% de l'énergie utilisée est dissipée en chaleur. Vous le savez? Les ordinateurs et tout. 90% est dissipé en chaleur. Et là, pour l'IA générative qui augmente de façon exponentielle, il faut des serveurs, des serveurs et des serveurs. Donc ça bouffe une énergie démentielle. Et 90% est perdu. Enfin, sauf si on la récupère pour chauffer la salle à côté. On peut faire ça. Mais quand même, dans l'absolu, à peu près 10% est consacré au numérique et 90% perdu. La qualité de la base de données et des connaissances, hein, notamment le fake, on en parlera tout à l'heure. L'accessibilité, l'inégalité, on est déjà face à un alphabétisme numérique quelque part, puisqu'on sait très bien que entre la ville et les campagnes, déjà, c'est pas la même capacité d'accès aux données, ne serait-ce qu'Internet. Mais alors là, ça risque de s'accentuer. D'accord? Parce que ça va très vite. Il y a des catégories de population qui risquent de décrocher. Et donc, vous risquez d'avoir des catégories de population qui n'utiliseront pas, et d'autres qui iront beaucoup plus vite, beaucoup plus loin grâce à ces outils-là. La facilité, on en a parlé. Hein. Moi, j'ai envie de dire plutôt facilité, voire la paresse, puisqu'on va dire, tiens, le truc, il me répond à tout, donc c'est pas la peine que j'apprenne. Vite. Et n'oublions pas que ce phénomène arrive peu de temps après Covid, où nous vivions, je ne sais pas si vous vous souvenez, confinés. Hein. Chacun chez soi, interdit de sortir sauf avec le chien du voisin. Pour le promener, d'ailleurs, le chien du voisin qui était mort à la fin de la journée, parce qu'il y en avait un par cage, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde sortait pour pouvoir se promener. Mais ça engendre une solitude et un isolement, une solitude numérique aussi. Et par exemple, il y a des études sociologiques qui se sont intéressées au phénomène Trump aux États-Unis. C'est quand même interpellant que quelqu'un avec une campagne où il a raconté que les chiens se faisaient manger par des immigrés haïtiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a été élu avec une majorité très large. Et il y a des études sociologiques qui prétendent qu'en fait, à partir du moment où les gens, et notamment aux États-Unis, se sont retrouvés confinés chez eux et ont continué à télétravailler après le Covid, puisque vous savez que c'est difficile de faire venir les gens au travail alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient chez eux, ils n'avaient pas perdu du temps dans le bouchon, etc. Sauf qu'on a perdu l'interaction sociale et les débats. Et donc chacun reste dans sa sauce avec sa chaîne allumée, son réseau en permanence, etc. Et il n'y a plus de débat et de confrontation d'idées entre les gens. Et ce qui explique que, voilà, des catégories sociales, expliquerait, je parle au conditionnel, que des catégories entières de sociales, de populations peuvent avaler tout et n'importe quoi, ce qu'on leur raconte dans les chaînes auxquelles ils sont abonnés. Hein. Donc en fait, le défi actuel, c'est, si on veut le résumer, c'est le vrai versus le faux. Hein. Donc d'abord, les réponses erronées, notamment l'intelligence artificielle générative, est assez mauvaise en calcul. Mon collègue qui est passionné de ça chez nous à l'ESCOM lui soumet systématiquement des exercices de calcul chimie. Et par exemple, l'énoncé s'est dit calcule-moi la quantité de réactifs pour obtenir 100 grammes d'un truc. Donc il fournit la solution, sauf qu'à la sortie, on a 150 grammes du truc. Donc ça ne le gêne pas. On lui a dit que c'est 100 grammes que j'ai à la fin. Non, avec ça, tu as 150. Terminé. Donc, si vous voulez, le risque, c'est que quand on calcule une réaction, c'est que vous avez trop de produits et que le réacteur déborde et qu'il y a avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Mais en général, d'ailleurs, on peut le piéger là-dedans. Il est pas assez bon. Il y a la subjectivité, hein, le biais. Parfois, c'est un biais qui est généré à dessein
par celles et ceux qui essayent de manipuler un petit peu, voire beaucoup, ce qui sort de l'intelligence artificielle générative. Il y a la génération préméditée du faux. On peut générer, ce que je reviens à ma remarque sur Terminator tout à l'heure, on peut générer du faux aujourd'hui. Je sais pas, une interview de moi au Pékin en chinois, vous y verrez qu'il y a du bleu. Hein. Je parlerai en chinois avec ma langue à moi, et puis je raconterai tout et n'importe quoi par rapport aux questions qui me seront posées. Et c'est de plus en plus performant. Il y a encore 8 mois en arrière, on arrivait à voir que c'était généré. Aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés de nous rendre compte que c'est du faux généré. La consanguinité, on en a parlé, puisque le système autogénère parfois des news qui ne sont pas nécessairement pertinents. Et puis les atteintes à la vie privée, la sécurité, la confidentialité numérique. Méfiez-vous quand vous soumettez à ChatGPT des documents pour analyse. Si c'est des documents personnels, confidentiels ou un petit peu sensibles, ne le faites pas. Parce que après, moi je peux interroger sur vous, votre nom, il va me ressortir les informations. Donc ça part dans le monde. Hein. Voilà. Et alors quelques mots quand même sur la façon de aborder le problème avec nos jeunes. Vous savez peut-être qu'on s'est permis, enfin les études sociologiques se sont permis d'établir de catégories de comportementales au niveau d'un. Donc moi je fais partie, avec quelques-uns dans la salle, j'imagine, de la génération X. Donc nous étions sceptiques, indépendants, paraît-il, à l'aise avec la technologie, mais préfèrent des contacts directs. Ça c'est nous, génération X. Après sont arrivés les millennials. Aujourd'hui, on est face à la génération Z et arrive la génération alpha. Alors, nos jeunes à nous et ou à ceux qui on enseigne, donc ils sont hyper connectés et ils sont à la recherche d'expériences immédiates. Donc, il faut que ça aille très vite. Ils n'ont pas nécessairement la patience que nous avions, nous, de gré ou de force par rapport notamment à l'apprentissage. Donc, ce qui veut dire que là, dans notre façon d'interagir et en particulier dans notre façon d'enseigner, il faut intégrer cela. D'accord ? Ils sont connectés, ils ont ChatGPT d'un côté, le prof de l'autre. Eh bien, il faut que le prof soit supérieur au ChatGPT d'une façon ou d'une autre. À nous d'inventer les façons d'être toujours au-dessus, avoir un cran d'avance par rapport à ce qui se passe au niveau de l'IA générative. C'est un challenge de taille. Hein. Et voilà, donc ils sont nés avec la technologie, donc moi je découvre des choses, et eux ils sont déjà dedans pratiquement, enfin ils sont tombés dedans depuis la naissance ou presque. Donc, vous voyez, les façons dont nous apprenions et dont il faut, je parle maintenant, j'ai plus ma casquette d'enseignant, il nous faut enseigner aux jeunes d'aujourd'hui, ne sont pas du tout les mêmes. Et ça peut être déstabilisant. Parce que le fond de l'affaire, on le connaît, maintenant c'est la façon de communiquer, d'enseigner, qu'il nous faut changer, pour ne pas dire révolutionner, par rapport à la façon dont les jeunes aujourd'hui communiquent entre eux, cherchent les informations, se font leurs opinions, et pour les accrocher, les convaincre que par rapport aux choses que nous savons, nous les vieux briscards qui avons quand même roulé nos bosses, et nous avons une expérience qui peut être précieuse, mais il faut savoir la mettre en forme et l'enseigner. Voilà, donc je suis un peu en avance sur le temps, mais ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez, c'est qu'il y a un micro dans la salle qui est là, donc on peut échanger éventuellement sur... Encore une fois, c'était une expérience personnelle, plus d'applications que je voulais partager avec vous. Applications et défis, sans nécessairement expliquer l'IA, parce que là, on y passerait plusieurs jours.